Center Rennes-Bretagne pour la deuxième soirée de parole d'entrepreneurs à l'international à la CCI de Rennes. Alors nous allons accueillir dans quelques instants les représentants de 3 belles entreprises qui, chacune à leur manière, ont réussi à se développer à travers le monde. Quelles opportunités, quelles stratégies adopter selon les marchés, quels pièges à éviter, quelles forces en tirer. Nous allons confronter finalement les expériences, voir qu'il existe sans doute de multiples chemins à cet ailleurs et comprendre comment ces entreprises développent la culture de l'international. Alors pour ouvrir cette rencontre, quelques mots sur le World Trade Center et pour nous en parler plus en détail, j'accueille Anne Le Serre. Salut mais normalement, voilà. Oui, ça marche. Si. C'est bon? Sûr? Je sais pas. Ouais, ça oui. marche? Bon, ça marche. On va dire que ça fonctionne. Bonsoir à tous. Je suis Anne Le Serre, coordinatrice du World Trade Center Rennes-Bretagne. En quelques mots, qu'est-ce que le World Trade Center? Donc, un réseau qui est basé ici à la CCI Les-Vilaines. D'abord un réseau mondial, donc un peu plus de 300 World Trade Center dans le monde. Quand vous vous déplacez, quand vous êtes amené à développer vos affaires à l'international. Et puis en local ici, donc un club d'affaires d'une 60aine d'entreprises qui ont en commun qu'elles travaillent toutes à l'international dans des secteurs très différents. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, donc au nom des membres du World Trade Center. C'est, comme l'a dit M. Barrault, la deuxième édition de cette soirée Parole d'entrepreneurs. Sachez que voilà, l'ADN de notre club, c'est ça, c'est le partage d'expériences, le fait d'avoir des témoignages de chefs d'entreprise, donc parfois évidemment des experts qui viennent nous parler d'un sujet ou d'un pays, mais systématiquement des partages avec d'autres chefs d'entreprise, puisqu'on se dit que c'est certainement la meilleure manière pour vous tous d'en savoir plus sur l'international et de confronter vos difficultés, mais également partager vos succès. Donc nous avons le plaisir effectivement d'accueillir 3 entreprises ce soir qui ont accepté de témoigner. Donc je suis sûre que ces témoignages seront passionnants. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout à l'heure. Merci Anne Le Serre. Vous ferez sans doute, d'après ce que j'ai compris, peut-être la conclusion. Voilà, donc elle va prendre des notes. Alors, l'objectif, comme l'a expliqué il y a quelques instants Anne Le Serre, est d'optimiser les démarches d'internationalisation des entreprises. L'idée de cette soirée est donc de donner les clés aux entreprises qui souhaitent aller à l'international. Avant d'échanger sur leurs expériences au-delà de nos frontières, nous avons tout simplement donné à nos grands témoins une carte blanche de 4 minutes, maximum 4 minutes, pour qu'ils nous présentent leur société, services et ou produits. Nous ouvrons avec celui qui va réveiller nos papilles gustatives, c'est Laurent Weber, directeur général de Solina Group, acteur majeur du marché mondial des ingrédients agroalimentaires. Vous êtes installé à Bréal-sous-Montfort, vous êtes présent dans 17 pays. Bonjour. Et ça marche. Ils font non. Alors, on va demander à la technique. Prenez, là, regardez. Là, ça marche. Super. Voilà. Bien, bonjour à tous. Effectivement, le groupe Solina est implanté à Bréal-sous-Montfort. Vous voyez sur la carte. La raison pour laquelle j'interviens aujourd'hui, je réponds à cette invitation, c'est essentiellement, je pense, elle est due au parcours du groupe Solina sur les 5-6 dernières années, puisque nous avons énormément développé l'international à partir de la France et de la Belgique pour nous retrouver aujourd'hui sur une quinzaine de pays. Mais tout d'abord, notre métier, je pense qu'il devait y avoir un slide avant. Vous allez trop vite, voilà, merci. Donc on travaille l'agroalimentaire, nous sommes des concepteurs de nouveaux produits, nous aidons les clients de l'agroalimentaire, de l'environnement salé à gérer leur cycle de vie du produit. Donc on travaille énormément la nutrition, les concepts marketing, on travaille l'aromatique, on travaille la fonctionnalité des produits au travers de cocktails d'ingrédients qu'on propose à nos clients de manière customisée. Donc chaque client a sa formule aujourd'hui pour faire évoluer alors sa charcuterie salaison, son plat préparé, ses gammes de snacks, et ceci aujourd'hui de Madrid à Helsinki et de Moscou à Manchester.
On est essentiellement une société de recherche et développement. L'essentiel de nos forces se trouve sur le terrain et dans les labos. Alors sur le terrain en support technique, dans les laboratoires dans les laboratoires et halls d'application avec des aromaticiens, des ingénieurs agroalimentaires, des chimistes, des marketeurs qui réfléchissent aux produits de demain. Vous voyez, notre motto, c'est Solina, créer les solutions pour l'alimentation de demain. On est toujours en train de travailler sur les tendances alimentaires dans 12 à 18 mois. Et on propose en fait des maquettes de produits à plus de 4000 clients en Europe pour les aider à sentir les tendances, trouver les nouveaux concepts qui vont marcher, le street food, l'alimentation éthique, l'alimentation ethnique, le clean label, l'alimentation pour les jeunes, pour les vieux, les problèmes de mastication, etc., etc., et j'en passe. Alors, je reviens à notre histoire. Donc, voilà, ça c'est en fait nos implantations en 2011. On était essentiellement français, franco-belge et néerlandais. Et en fait, notre groupe est né de la fusion de deux groupes, un groupe qui s'appelait Savena et un groupe qui s'appelait Sphinx, qui était en Belgique. Les deux groupes avaient à peu près 200 personnes et toute une kyrielle de marques et d'identités d'entreprises différentes sur ce territoire. 5 ans plus tard, on est passé sur 15 pays, on fait 1600 personnes et on a fait une expansion internationale, vous voyez, majoritairement sur l'Europe de l'Ouest et de l'Est et également la Thaïlande. Via deux manières essentielles. La première, c'est les acquisitions, la croissance externe, et on a aussi créé un certain nombre de filiales en propre. Alors, d'année en année, je vais vous montrer via quelques photos finalement comment ça se passe. Chez nous, encore une fois, l'asset majeur du groupe, ce sont ses salariés, ce sont les gens qui sont au contact du client et qui sont au contact des fournisseurs d'ingrédients pour faire le lien et arriver à créer ces nouveaux produits. Donc en 2012, on a commencé en Suède. En 2014, on a racheté une société au Danemark et en Norvège. En 2015, en Finlande et en Estonie. Si vous voulez bien appuyer. Voilà, merci. Ensuite, on est parti en Angleterre. On a créé de toutes pièces une petite usine en Turquie pour approcher ce marché extraordinaire qu'est la Turquie en termes de consommation, en termes de croissance des richesses et aussi en termes de croissance du marché. C'est aussi un marché halal, hein, donc c'est une excellente plateforme pour nous pour approcher demain l'Iran et le Moyen-Orient. Et vous voyez que... Alors, je vais vous demander d'aller encore un... Voilà, merci. On s'est aussi renforcé sur des marchés plus corps, la Belgique, les Pays-Bas, et on est allé un peu plus loin de nos bases. Alors pour nous, c'est difficile d'aller, c'est plus compliqué d'aller plus loin de nos bases européennes de l'Ouest, dans la mesure où notre activité est une activité de service. Donc on reste au contact de clients, on leur fournit des services de formulation, des services d'appui réglementaire, des services d'appui marketing. Donc conceptualiser ce service et le porter en Turquie, le porter en Roumanie ou le porter en Russie, c'est plus compliqué que de le porter en Espagne ou en Angleterre. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On travaille aussi, alors on travaille sur l'industrie d'une part, hein, c'est la majeure partie de notre business, 75% à peu près, c'est le service à des industriels, mais pour 25%, nous travaillons aussi avec des bouchers traiteurs et la RHF. Alors sur ce marché, on n'est pas sur de l'innovation customisée, on est sur la création de produits, la création d'aides culinaires pour ce... RHF, faut peut préciser, restauration en foyer. Pardon. RHF, RHD, donc restauration en foyer. Sur ces marchés, en fait, nous concevons des gammes de produits que nous allons vendre à des bouchers traiteurs. Alors on les a comptés l'an dernier, on a 15 000 clients bouchers traiteurs en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark, et on a à peu près 1000 clients en RHF. Et donc cette clientèle, on lui crée des produits finis. Alors c'est différent de notre activité industrielle dans laquelle, là, on fait vraiment du service, donc on va analyser des besoins, on fait du brainstorming avec des clients pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur gamme d'aiguillettes de poulet, de leur gamme de thon, de leur gamme de plats préparés dans le futur. On conclut ?
En conclusion, On conclut votre intervention, j'entends. Oui, en conclusion présentation, en tout cas. de cette petite intervention, vous Voilà. avez raison de le préciser. Nous, on a une dimension clé dans notre croissance qui est due à sa rapidité, qui passe par le succès dans le développement des échanges internes, dans l'établissement de projets européens, dans notre capacité aujourd'hui à faire travailler des R&D finlandais, russes, espagnols et britanniques ensemble, parce que les techniques, la technologie, les outils sont partagés, mais le goût reste quelque chose de national. Donc les cuisiniers français ont leur réputation, mais pour faire le plat préparé de demain ou le snack idéal pour le nord de l'Angleterre, il faut un cuisinier britannique. Et donc notre capacité à faire travailler toutes ces équipes ensemble, c'est ça qui fait le succès aujourd'hui de Solina. Voilà, je vous remercie. Merci Laurent Weber. Venez vous installer à l'un des pupitres pour poursuivre dans quelques instants les échanges avec les autres intervenants. On va accueillir maintenant un autre témoin. La Bretagne n'est pas que ce n'est pas que l'agroalimentaire. La preuve donc avec Dynamixis. Nous accueillons son directeur général Gaspard Breton. Merci de l'accueillir. Votre entreprise, ce sont 15 personnes spécialistes de la 3D et de la capture faciale. Vous travaillez pour le cinéma, les jeux vidéo, et là aussi votre terrain de jeu, c'est le monde. Expliquez-nous ce que vous faites. Alors effectivement, je pense que les débats vont être intéressants parce qu'on est vraiment dans des typologies d'entreprises différentes. Ah oui, c'est clair. Donc nous, on n'est pas des milliers, on est 15 personnes. Notre domaine, il y a une vidéo peut-être ? Ouais, s'il vous plaît. Ça va partir. Ça va être très très simple de comprendre ce qu'on fait. Donc nous, notre domaine d'activité, c'est tout ce qui est analyse de visage de très haute qualité. Donc c'est de la vision par ordinateur. C'est un domaine dans lequel on travaille depuis une vingtaine d'années. On a créé la société il y a 8 ans. Et c'est un domaine qui est, on fait partie des entreprises qu'on appelle Born Global, c'est-à-dire que c'est en fait un marché qui est international de fait. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines de clients. Plusieurs milliers de licences vendues. On doit avoir 5 clients en France. Les problématiques sont assez différentes de la présentation précédente, puisque nous, on est vraiment on est éditeur de logiciels, donc on est vraiment dans quelque chose de très standardisé, qui n'a pas besoin de s'adapter à une façon de faire ou des goûts ou un pays particulier. C'est un marché de niche, ce qu'on appelle un marché de niche, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a beaucoup de besoins dans ces domaines-là. L'explosion des écrans, des demandes de production, vraiment font que le marché est en croissance de 40% par an. Et on est pour le moment 3 acteurs en compétition, donc c'est pas méchant. Et on est aussi sur une activité vraiment qui est très demandée, donc beaucoup d'incoming call. On n'a pas besoin d'aller chercher nos clients, ce sont eux qui viennent nous chercher, ce qui est plutôt sympa. Très agréable. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? C'est déjà bien. Voilà, et puis on va poursuivre les échanges. Merci Gaspard. Gaspard Breton. Alors, nous devions à l'origine accueillir une société de Dinan qui s'appelle Actia Télécom, qui est spécialisée dans les satellites et les télécommunications. Malheureusement, son dirigeant n'a pas pu se libérer. Il est actuellement au Moyen-Orient. Ce sont les aléas du métier, et notamment quand on travaille à l'international. Et c'est donc au pied levé que nous accueillons Triskem. C'est une société de chimie installée à Bru qui nous fera également voyager à travers le monde. Céline Vigneault, merci de l'accueillir. C'est la directrice associée de Triskem International. Alors, vous fabriquez, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, puisque c'est une poudre pour notamment prévenir des risques radioactifs. Est-ce que j'ai résumé à peu près correctement On va dire ça comme ça pour vulgariser, sachant que je ne suis pas le scientifique que vous avez l'habitude de rencontrer dans les conférences et qui est votre client. Voilà. Donc, Triskem, c'est une société de 16 personnes qui est le fruit d'un transfert de technologie américaine. Depuis 2007, donc, nous sommes indépendants et nous développons et fabriquons nos propres résines.
Pour ça, donc, on a des résines historiques qui sont issues de ce transfert de technologie. Donc on a le monde un petit peu partagé pour cette technologie-là, puisqu'on s'occupe de toute l'Europe, le continent africain, le Moyen-Orient, la Russie, la Chine. Et puis tous nos nouveaux développements sont vendus mondialement. Alors c'est quoi? C'est une poudre qu'on va appeler résine d'extraction chromatographique. C'est une poudre qui va servir de filtre et qui va permettre de retenir en fait les pollutions nucléaires à l'état de traces, ultra-traces dans l'environnement ou chez l'homme. Donc évidemment nos clients sont les laboratoires qui font les analyses. On leur vend le consommable en fait. Ce sont des laboratoires en France, anciennement Areva, actuellement qui s'appelle Orano, mais EDF également, et tous leurs homologues européens, qui évidemment surveillent leurs salariés qui touchent à la radioactivité et tous les environnements des centrales nucléaires. Mais il y a aussi en Europe des conventions qui font que tout ce qui sort du robinet, par exemple, est analysé, dont le critère de la radioactivité. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est analysé. Donc on va utiliser nos résines également pour vérifier que ce que vous mangez, les plats cuisinés, l'agroalimentaire, ou bien l'eau qui sort de votre robinet, ou l'eau qui est utilisée dans les process agroalimentaires, n'est pas contaminée. Et donc on va utiliser nos résines. Donc en Europe, ce sont des obligations. Donc on a un fonds de roulement qui va dire est assuré. Et ensuite, on a différents marchés qu'on est en train de développer qui sont aussi la médecine nucléaire et le démantèlement, puisque ça interpelle beaucoup de monde, mais en gros, on n'est plus dans la création de centrales nucléaires. Même si en Chine, sur certains pays, c'est une autre histoire. Mais on est plus dans le démantèlement. Et donc, on va avoir besoin aussi de notre technologie pour identifier les types de déchets. Donc, pour savoir comment on va les traiter, déchets à vie longue, à vie moyenne ou à vie courte. Et donc, on va utiliser nos résines pour pouvoir identifier, en fait, comment on va pouvoir traiter ces déchets-là. Ça, c'est intéressant pour nous. C'est aussi un gros marché. Et on a donc le marché de la médecine nucléaire où là, on va utiliser nos résines pour purifier les isotopes avant qu'ils ne soient inoculés dans le corps humain. Voilà, donc là, ce sont vraiment des marchés de niche. Un petit peu comme Gaspard, on vient nous chercher. Et là, vous n'êtes pas 3, mais vous êtes 2. Voilà, en fait, on est 2 sociétés. La société américaine qui en a arraché ce transfert de technologie, qui ne fait plus de recherche et développement, qui a choisi une autre stratégie de développement, c'est-à-dire qui est plus sur la radioprotection, qui n'est plus sur l'analyse de la radioactivité. Et nous, ce qui fait qu'en termes de développement, nous sommes devenus maintenant leader mondial, puisque nous vendons maintenant aux États-Unis tous nos nouveaux développements. Voilà, donc 16 à peu près sur 66 pays actuellement, 73% de notre chiffre d'affaires à l'international. Et actuellement, pour obtenir des nouveaux territoires par rapport à cette société américaine qui n'exporte pas comme il faudrait, même sur les technologies qui ont à peu près 15 ans d'âge, et pour qui nous, on est capable de se positionner comme l'Inde ou certains pays asiatiques. Voilà, ce qui explique notamment pourquoi vous avez reçu l'Oscar du développement à l'international en 2017. C'est ça. Voilà, installez-vous, venez nous rejoindre, Céline Vigneux. Alors, ce qui est certain, en tout cas, c'est que, à vous écouter, il est clair que, en écoutant bien vos présentations, on se dit que la stratégie d'entrée à l'international n'a pas été identique pour les uns et pour les autres. C'est normal, c'est logique, on peut le comprendre à travers les types de produits ou de services que vous proposez. Laurent Weber, je vais ouvrir avec vous. C'est vrai que l'aventure, elle s'est faite à travers l'histoire, finalement, de ce groupe qui a fusionné à un moment donné avec deux histoires un peu différentes et puis qui sont rejoints. D'abord, c'était d'abord des pays limitrophes que vous avez essayé de pénétrer, puis ensuite vous avez été un peu plus loin, quoi, au fur et à mesure. Est-ce bien cela? Oui, on a effectivement commencé par la France, la Belgique, les Pays-Bas, avant d'aller plus loin. Pour des raisons de praticité, sachant que nous sommes sur un marché, alors nous, on est loin d'avoir, quand j'entends 20 ou 30% de croissance par an, je me dis, nous, on doit avoir 1.
Donc on a 1% de croissance, mais par contre, Il y a du volume. tout le monde mange et Mmh. tout le monde a des supermarchés, tout le monde a de l'agro-industrie. Donc il y a beaucoup de place, mais c'est un marché qui est relativement stable. Et bagarré en même temps aussi. Je crois que tous les marchés, enfin mes co-religionnaires là, ils disent que c'est pas bagarré, mais je pense que c'est bagarré partout. Dans l'agroalimentaire, c'est particulièrement bagarré. Ouais. Et le fait d'être sur des pays assez proches du siège, ça permet justement de pouvoir peut-être être plus réactif justement par rapport à cette bagarre. Alors, une des difficultés quand on va à l'internationalisation, c'est la recherche de l'efficacité. C'est-à-dire comment faire travailler en réseau en fait des équipes qui ne se connaissent pas, qui ont des cultures différentes, qui ont des cultures nationales, mais aussi des cultures d'entreprises différentes. Et là, moi, je remarque quand même que la proximité, la facilité de se rencontrer, de voyager, de prendre le train, enfin, quand on est à 2 heures de train ou 3 heures, c'est quand même plus simple que quand on est à 5 heures d'avion. Pour autant, vous avez réussi à vous développer, on l'a bien vu, à travers l'ensemble de l'Europe. Même encore l'an passé, vous avez acquis de nouvelles sociétés, notamment en Roumanie. Vous êtes présent également, on l'a vu, vous expliquerez tout à l'heure pourquoi tout à coup la Thaïlande spécifiquement. Mais pour rester sur l'Europe, quelle a été la stratégie pour pénétrer l'ensemble du marché européen? Il y a une logique, c'est un peu empirique la façon dont vous fonctionnez? Oui, on aimerait bien dire que tout ça c'est très très logique. Alors il y a une logique d'après coup, quoi. Après on se dit oui, on refait le match, quoi. Il y a quand même une logique avant qui est une analyse assez fine des marchés et ce que nous appelons l'attractivité des marchés. Donc est-ce qu'on se retrouve sur des marchés sur lesquels on pense que il y a de la place et il y a de la place pour notre service, pour notre concept. Après, on regarde la taille des marchés et leur croissance, et ça nous donne des échelles toutes simples de priorité. On va dire que ça, pour la croissance organique, c'est l'élément numéro 1. Pour la croissance par acquisition, qui est un gros pan de notre croissance à l'international. Ça, on l'a vu à travers vos slides. Oui. Tout à fait. Là, l'opportunité est très très importante. Et puis, et là, il faut construire en fait un réseau d'apporteurs d'opportunités. Donc là, on va retrouver quelque chose qui n'est pas dans le business de tous les jours. Les apporteurs d'affaires, les banques d'affaires, toutes les officines de fusion-acquisition qui nous conseillent et qui nous apportent des deals, comme on dit, pas gratuitement d'ailleurs, pour nous permettre de regarder des dossiers. Ouais. En même temps, vous êtes bien armé puisque le groupe est un fonds, donc vous avez la possibilité d'avoir toutes ces compétences pour vous aider, vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles entreprises. Alors effectivement, on fait partie du portefeuille du fonds d'investissement Ardian, qui est c'est le plus gros fonds européen, qui nous apporte un réseau, une signature et du financement. Oui, c'est ça rassure quand même. C'est important le financement quand on fait des acquisitions. Ouais. Et alors, quand vous allez dans les pays, comment vous... là, dernièrement, vous avez... on va prendre le dernier exemple en date, la Roumanie, l'acquisition d'une société qui était déjà bien existante quand elle se portait. Oui, une société qui faisait à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui avait été, comme beaucoup de sociétés dont on a fait l'acquisition, qui avait été créée par un entrepreneur qui a souhaité vendre son affaire pour faire autre chose. Donc c'est un garçon qui avait 39 ans, qui avait développé un très beau business en Roumanie, avec des philosophies qui sont relativement proches des nôtres. Donc ça c'est très important pour nous, la proximité client, l'accent sur la R&D, sur une certaine éthique dans les affaires. Donc ça nous a plu, ça nous a été amené par un cabinet d'expertise mondiale, d'expertise comptable dont je tairai le nom, mais qui, voilà, un des Big Five. Et ça s'est fait... On connaît très très bien ce business, donc on se met assez vite, on voit assez vite si ça va marcher ou pas. Et on se met assez vite autour de la table, finalement. Mais dans notre métier, c'est important. Ouais. Ça va faire ça, ouais. Et donc, pour bien aller et bien comprendre la façon dont vous avez notamment été amené à acquérir cette société. Donc,
là-bas en Roumanie. Comment vous avez, donc vous avez expliqué en gros comment vous l'avez détecté. Ensuite, quel était l'intérêt pour vous d'acquérir ce marché? C'est une porte ouverte pour aller un peu plus loin Alors, en fait, à l'époque où on a fait ce deal en Roumanie, on était principalement en Europe de l'Ouest. Donc pour nous, ça consistait... Et on était aussi en Asie, oui, avec des fortunes différentes en ce qui concerne l'Asie. Donc pour nous, aller plus loin de nos bases, ça signifie faire des deals d'une taille minimum. Pourquoi? Parce que quand on a une équipe d'intégration d'une société et le management, que la société fasse 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 50 millions, le temps passé, les ennuis, les problèmes et les négociations sont absolument les mêmes. Le temps d'intégration, c'est à peu près un temps qui dure 12 à 18 mois et qui est très très chronophage pour l'ensemble du reste de l'entreprise. Donc la taille est un élément important. Cette société-là faisait la bonne taille. Nous, on considère que voilà, entre 20 et 60 millions d'euros, on a la taille idéale pour nous, dans la mesure où, quand on va loin de nos bases, il nous faut une certaine taille, il nous faut un management. Et c'est en fait, maintenant que je me souviens, c'est la chose qu'on a validée, au-delà des parts de marché et des comptes de l'entreprise. La chose qu'on a validée, c'est la qualité du management local. Parce qu'on sait que si quelque chose se passe mal en Roumanie, on doit pouvoir être en pleine confiance avec les managers locaux, et c'est ce qu'on a... vous ne serez pas directement sur place pour surveiller le manager? Non. Puis on ne peut pas être sur place en même moment en Turquie, en Roumanie, en Russie et en Angleterre. C'est pas possible. Donc la qualité en fait, de nos collègues sur place est clé là-dedans. Établir cette confiance et puis la faire tourner, la challenger en permanence pour que eux comprennent comment nous fonctionnons et que nous comprenions comment eux fonctionnent. C'est très important. Ça, c'est une clé pour aller assez loin de ces bases quand on fait le business que nous faisons. C'est-à-dire qu'on fait des acquisitions importantes avec des usines, avec des labos de R&D sur place, et on n'est pas là tous les jours pour contrôler. Donc on met des processus des lanceurs d'alerte qui nous permettent de voir ce qui se passe. On a nos équipes qui vont sur place et qui travaillent avec les équipes locales. Mais la qualité en fait, de l'équipe des 10 premières personnes sur la Roumanie, pour nous, c'est clé. Sans ça, on n'y serait pas allé, je pense. Céline Vigneault, alors je m'adressais à vous, directrice associée de Triskem International, et comme j'ai bien révisé ma leçon, je rappelle que vous êtes dans la conception et la fabrication de résines dédiées à la purification des radionucléides pour la médecine nucléaire, le recyclage des métaux critiques et le démantèlement des centrales nucléaires. C'est un peu plus développé que ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Alors, juste pour justement vous entendre par rapport à la façon dont vous avez essayer de pénétrer le marché, ça s'imposait d'emblée par rapport au type de produit que vous proposiez? Historiquement, on est... Bien dans le micro, voilà. Pardon. Historiquement, on est sur le marché européen, puisqu'on répond à une demande réglementaire. D'accord ? Donc, et puis, de toute façon, si on avait la France comme client... Il y a plein de gens qui répondent sur le plan européen et qui restent en France, pour autant. Non, mais nous, on est, si on n'avait que nos clients français, on vivrait pas super bien quand même. D'accord. Voilà. Donc, en gros, en gros. Donc, il n'y a pas que la réglementation, c'est également aussi une masse. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi on est en Europe, c'est parce que de toute façon, pour nous, c'est plus simple, puisque de toute façon, la réglementation française, c'est la même qu'en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique ou en Espagne ou en Italie, enfin bref. Donc, le fait est, pour nous, c'était naturel, puisque on répondait de la même manière à cette demande réglementaire. Ensuite, on a travaillé sur des demandes très particulières d'utilisateurs finaux de nos résines qui sont confrontés aussi avec le démantèlement ou avec d'autres problématiques aussi, des contaminations autres. Qui sont confrontés donc à des problématiques et qui nous ont sollicité en R&D. Et là, c'est pour ça que nous, on est vraiment on tient à cette dénomination, c'est-à-dire qu'on développe et ensuite on fabrique. Et donc là, on a développé pour répondre à des demandes et on s'est positionné comme ça, comme expert
en radiochimie et surtout en chimie nucléaire, à tel point qu'aujourd'hui, on est quand même référencé expert par l'Agence internationale à l'énergie atomique, ce qui n'est pas neutre pour aller justement sur des territoires comme l'Afrique du Sud, comme d'autres territoires comme le Moyen-Orient ou des choses comme ça, puisqu'en fait, souvent, on rentre dans ces territoires-là par le biais de l'Agence internationale à l'énergie atomique, parce qu'on est appelé pour aller former des utilisateurs, et on va les former au hasard avec nos résines. D'accord. Alors, et donc, oui. voilà. Et donc, comment faites-vous, ou comment avez-vous fait en tout cas au départ pour faire connaître le fait que vous aviez ce type de résine, ce type de produit? Vous êtes d'abord passé par justement on va dire les références françaises. Alors nous, on surfe quand même, EDF, rendons à César ce qui est à César, on surfe sur une très très bonne, réputation de nos résines qui sont issues de notre ancienne maison mère, qui sont de ce fabricant américain à la base, pour qui on a eu un transfert de technologie. Et c'est une technologie qui aujourd'hui n'est pas détrônée, c'est-à-dire que c'est une technologie qui est ancienne maintenant, puisqu'elle date de l'après-Tchernobyl. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a pris, parce que c'est une technologie qui permet d'avoir des résultats en 48 heures quand on est en situation d'urgence, et qu'il faut prendre des décisions politiques, là je parle de décisions politiques, importantes pour la sécurisation des populations. Rapidement donc les analyses, voilà, pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions. Donc là, c'était une technologie qui permettait ça. Les anciennes, parce que évidemment qu'il y a des laboratoires qui utilisent d'anciennes technologies, plus lourdes, etc., et qui donnent des résultats 4 à 5 semaines plus tard. D'accord. Donc, en situation d'urgence, évidemment, cette nouvelle technologie-là a pris le dessus et est devenue en fait une technologie de routine dans les laboratoires. Un standard, quoi. Voilà, un standard, c'est-à-dire qu'ils ne l'utilisent plus comme situation d'urgence, ils l'utilisent vraiment en standard. Et donc, grâce à ça, du coup, on est devenu un standard. Et ce qui fait qu'en étant un standard, c'est beaucoup plus facile d'aller sur des territoires où vous n'êtes pas encore ancré, puisque ces territoires-là sont souvent des territoires qui cherchent à monter en qualité, au hasard la Chine par exemple, qui veut être à la hauteur des États-Unis, à la hauteur de l'Europe, et donc qui va rechercher ce standard. Donc, quelque part, on va venir nous trouver pour pouvoir acheter ces résines-là sur un territoire donné, quoi. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'était facile d'aller à l'international parce qu'on était un standard. Et aujourd'hui, on travaille à rester comme un standard par la qualité de nos développements et par l'expertise qu'on peut amener dans les différents laboratoires qui attendent de nous un accompagnement aussi. Donc ce que vous dites quelque part, c'est que on va dire que le travail avait été déjà mené en amont par ceux qui vous ont c'est-à-dire que notre présidente actuelle travaillait pour l'ancienne maison mère. Voilà, c'est elle qui a développé tout le territoire européen, mais c'était pour cette société américaine. Voilà. Et maintenant, c'est vous qui prenez le flambeau pour aller au-delà de l'Europe, notamment en Asie. Ouais. Et pénétrer le marché asiatique, on aura l'occasion d'en reparler également avec autant Gaspard qu'avec Laurent Weber également, pourquoi pas. Pénétrer le marché asiatique, c'est plus complexe, il y a beaucoup plus de blocages au-delà de la culture, on va dire déjà pour se faire connaître, se faire reconnaître, ou est-ce que, comme vous l'évoquiez, sur votre marché, étant donné qu'il y a une nécessité de monter en compétences, finalement, eux aussi viennent assez facilement à vous? Oui, en gros, la chose, donc nous, on n'a pas de force de vente, on ne travaille qu'au travers des conférences donc, et des publications scientifiques. Et la communication, c'est scientifique à scientifique. Un scientifique n'aime pas un commercial, donc on n'a pas de commerciaux. On a des scientifiques qui sont des commerciaux, ils ne le savent pas, on ne leur dit surtout pas, mais voilà. Mais en gros, c'est de scientifique à scientifique. Et la chose, nous après, comment on se positionne, c'est parce que la personne est très intéressée, et donc on va chercher à comment on peut lui amener le produit jusqu'à elle. Donc il y a des territoires où ça va être facile, sachant qu'on vend au gramme, donc c'est pas de la palette, hein. Donc en gros, il n'y a pas de gêne, hein. Il y a Monsieur Palette, voilà, c'est ça. Madame Fidelex, c'est ça? Donc nous, on expédie essentiellement par Fédéral Express, pour ne citer que.
Et du coup, le fait est, c'est qu'après, c'est au niveau le passage en douane, c'est tout ça. Et donc il y a des territoires où c'est très facile, hors Union européenne, hein, j'entends. Et puis il y a des territoires où c'est plus difficile. Et donc c'est là où nous, on va travailler pour simplifier en fait l'approvisionnement de notre utilisateur final. Donc il se trouve qu'aujourd'hui en Chine, on a une distributrice. Mais voilà, au départ, on a essayé de vendre en direct et on a rencontré des difficultés. Enfin, nos utilisateurs finaux avaient des difficultés pour faire entrer le produit. Donc, c'est nous qui avons proposé de passer par un distributeur. Et donc, on a cherché d'avoir le bon contact, etc., qu'on a rencontré au travers d'ailleurs d'une conférence. Et ça se fait petit à petit. Ce sont les opportunités et c'est surtout pour répondre au mieux à notre client. En Russie, on passe aussi avec un distributeur parce que c'est très compliqué de vendre en direct, surtout que là, en Russie, on est sur des domaines particuliers aussi. Et en Russie, on est encore face à des villes qui sont fermées. Donc là, on est dans une autre dimension. Et ce n'est pas seulement un problème de langue, parce que vous avez... Nous, on parle 9 langues. Polyglotte, 9 langues. Donc, 9 langues au total ou chacun? Ah non. D'accord. Voilà. On est 16, on est 16, on parle 9 langues. D'accord. Mais en gros, on parle anglais, mais oui, on parle russe. Donc c'est pas ça la problématique en tout cas. Non, c'est pas le langage, c'est plutôt la technique. Hein, non, pas la technique, la logistique. La logistique qui va générer le fait qu'on va prendre un distributeur ou pas. Ouais. Parce que nous, en fait, on apporte le client au distributeur. Le distributeur, il ne va gérer que la logistique, puisqu'on est vraiment de scientifique à scientifique. Donc, on ne veut surtout pas perdre ce lien entre l'utilisateur final et nous. D'accord. Voilà. Alors, on en arrive à parler maintenant de cinéma avec Dynamic Seas, cinéma, jeux vidéo et plus, puisque vous allez nous en parler tout à l'heure, en tout cas vous avez envie de vous diversifier. Gaspard Breton, vous avez une expérience un peu plus, on va dire touchy, comme on dit, avec... Je dirais chaotique. Mais chaotique, puisque au départ, vous auriez bien voulu déjà vous développer en France. Ah oui, nous le truc, c'est qu'on n'a pas eu le choix, en fait, puisqu'on a essayé au début, effectivement, en France. Alors, nous, pour bien centrer, décrire notre domaine, comment dire, on n'a quasiment aucun client en France. Les studios de production, c'est pas connu, la France n'est pas connue pour ces studios-là. Par rapport à mes camarades, on est complètement dans l'intangible, c'est-à-dire que nous, la logistique... ou monter des usines, on est dans l'informatique, hein, donc on envoie un mail avec un lien de téléchargement et ça suffit. Donc la conquête d'un nouveau pays est assez facile. Et là, c'est quelques grammes de poudre. Hein. Oui, quelques grammes. C'est une palette, mais c'est quelques grammes de poudre. Mais pour autant, je suis sûr qu'il y a peut-être de la réglementation ou quoi que ce soit. Voilà, nous, on n'a même pas de réglementation parce que notre outil quand on envoie du matériel, c'est des caméras, donc bon, c'est assez. Assez simple. Assez simple. Ouais. Donc nous, on a et effectivement, nous, on est sorti de nulle part. Hein. On avait une technologie, on savait qu'on avait une très très bonne technologie. On savait pas à quel domaine l'appliquer, hein, puisque l'analyse de visage, nous on fait de la vision par ordinateur. L'analyse de visage, c'est quelque chose quand même d'assez large. Et puis on s'est dit tiens, les effets spéciaux, le cinéma, le jeu vidéo, ça a l'air sympa. Il y a de la lumière. Ça va être rigolo, et alors ça a été en fait, ça a été rigolo, ouais, effectivement. Ça s'est pas passé comme on le voulait, mais le développement a été très intéressant. Et il s'est avéré en fait que c'est un marché qui est extrêmement difficile parce que les degrés d'exigence sont extrêmement élevés. On travaille avec des acteurs comme DreamWorks, Lucas, j'en passe, et des meilleurs. Donc il faut quand même rentrer dans un cercle qui est très très fermé. Et puis finalement, les budgets sont pas si gros que ça, donc bon bref, enfin on va pas se plaindre, c'est quand même des bons marchés. Donc on est quand même arrivé de nulle part sur un domaine qu'on connaissait pas, avec personne qui pouvait nous aider. On était ni une spin-off d'une boîte, ni une boîte qui a grossi par acquisition. Donc on est vraiment parti de nulle part. Voilà, de nulle part. On a quand même une propriété qui est bonne, c'est que
Effectivement, on est dans de l'intangible, on vend de la licence informatique, donc c'est plutôt facile. De ouvrir un nouveau pays, ça ne nous demande pas forcément beaucoup d'efforts. Et puis surtout, l'analyse de visage donc dans ces milieux, c'est quelque chose qui est venu après l'analyse de corps, puisqu'on nous on appelle ça la mocap. Je vais le dire, je vais le dire maintenant parce que je ne vais pas arrêter de dire mocap. Donc motion capture, analyse de mouvement, motion capture, mocap. Donc d'abord il y a eu la mocap de corps, et donc il y a des acteurs qui sont établis depuis des dizaines d'années dans ces domaines-là. Et par exemple, quand on va chercher des distributeurs, il suffit de regarder quels sont les distributeurs principaux qui font des solutions de motion cap, de mocap, voilà. Et donc c'est assez facile en fait, voilà. Mais pour répondre à ma question d'origine, c'était la difficulté finalement que vous avez eue, vous qui sortiez finalement de nulle part, mais avec par contre une très belle techno, des gens avec une tête bien faite, puisque vous êtes tous doctorants. Docteurs, pardon. Anciens doctorants, voilà. Et donc docteurs. Ouais. Voilà. Et j'aurais l'impression de parler à mon médecin, c'est pour ça. et donc, en fait, la difficulté que vous avez eue, c'est de trouver le marché national, le français. Vous l'avez pas trouvé? Non, nous, il y a eu trois. Oui, il y a eu. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de marché en France. Deuxièmement, on est arrivé, je sais pas. Je suis assez French bashing, je vous préviens tout de suite. Donc, les gens qu'on a trouvés, on a essayé de trouver des partenariats, à chaque fois, ça n'a pas marché. On a trouvé 3 catégories de personnes. Les personnes qui ne nous croyaient pas, parce que la technologie, ça vient toujours d'ailleurs. Une technologie française, quand on est français, on préfère quand elle vient d'ailleurs. Voilà. Donc, les gens ne nous croyaient pas, ne nous prenaient pas au sérieux. Alors qu'on a quand même une technologie qui a été primée plusieurs fois internationale devant le MIT, devant le CMU et d'autres gros laboratoires. Après, on a trouvé des gens qui trouvaient ça super bien, et qui voulaient super nous arnaquer, il n'y a pas d'autre mot, tellement ils trouvaient ça bien. Et puis les troisièmes, c'était des gens qui trouvaient ça très intéressant, mais qui avaient eux-mêmes malheureusement pas de fonds, pas de ressources ou peu de temps, et qui nous proposaient au mieux de faire des projets collaboratifs. Et donc, après quelques mois, on a compris qu'en France, on ne trouverait ni client ni partenaire. C'est catastrophique d'avoir ce ressenti-là, j'imagine. Et donc, alors on s'est dit... Non, c'est une opportunité d'aller voir ailleurs. Ouais, on s'est dit, c'est pas grave, on s'est dit, ça viendra plus tard. Mais c'est vrai que ça a été très rapide, c'est-à-dire quand on a pris cette décision, 15 jours après, on était au Canada... on rencontrait Ubisoft, et 15 jours après, et on signait sur une poignée de main, et 15 jours après, on avait un chèque de banque, et on s'est dit tiens, finalement, international, c'est super facile en réalité. Répétez-le, parce qu'à World Trade Center, ils aiment bien mais ça. C'est vrai, aujourd'hui, on est dans une activité où, pour vous... Enfin, je plaisante à peine, on décroche même pas le téléphone. C'est-à-dire que le téléphone, quand il sonne, on sait que c'est soit un gars qui va essayer de nous vendre quelque chose, soit un Français qui va essayer de nous acheter quelque chose, mais que ça va être tellement long. Enfin, je veux dire, parce que nous, dans notre activité, en tout cas, on a beaucoup de gens qui sont quand même assez terrifiés par l'idée de pouvoir éventuellement faire une erreur un jour. Donc, avant de déclencher l'acte d'achat, en France, c'est terrible. Je veux dire, il y en a pour des semaines, des mois. Tout valider. Ouais. Alors que dans beaucoup d'autres cultures, alors que dans beaucoup de cultures, les gens partent du principe que si vous êtes là, c'est parce que vous avez vraiment quelque chose à vendre et que vous êtes, qu'il y a une vraie proposition. Et oui, on a dealé avec énormément de gros studios, que ce soit des DreamWorks et compagnie, et jamais on nous a demandé. Même, je sais même pas si DreamWorks a relu nos contrats de licence, pour être clair. Ouais. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que un des premiers contrats que vous obtenez, c'est Ubisoft Montréal. Montréal, ouais. Et Ubisoft, c'est également en France. Oui, alors... ouais. C'est pas très loin d'ici, quand même, hein. Oui, mais c'est plus le siège, etc. Mais la production se passe quand même, là-bas, ouais. Ouais. Donc ça veut dire, c'est quoi? C'est un problème de logiciel également Non. Quand Céline évoquait le fait qu'on parle de scientifique à scientifique, et c'est comme ça que ça fonctionne,
Est-ce que Alors, vous ça, c'est vrai. sembliez hocher de la tête en disant oui, finalement Ouais. c'est de technicien à technicien? C'est peut-être ça aussi qui fait que... Non, je crois pas, mais ça c'est vrai que bon, alors nous effectivement beaucoup de gens chez nous ont un doctorat et moi y compris. Et c'est vrai que je me suis alors quand on a un doctorat, on est très maltraité hein. Quand on crée une boîte, on nous met plein de trucs dans la tête, genre vous êtes des scientifiques, vous ferez jamais des bons entrepreneurs, des mauvais commerciaux, etc. Alors du coup, on part un peu traumatisé comme ça, et puis on s'aperçoit effectivement à la longue qu'on est finalement des bons vendeurs. Et à chaque fois qu'on rencontre des gens, moi je vois les gens nous mettent en face effectivement des techniciens. Alors, je ne demande pas, hein, on prend des rendez-vous et les gens nous disent en face, ils nous disent je vais vous mettre en face le directeur technique, machin, etc. Et on se retrouve à avoir des discussions techniques extrêmement rapidement. Et je me suis souvent posé la question effectivement du commercial aussi, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des commerciaux? Et c'est pareil, aujourd'hui on n'a pas de commerciaux parce qu'en réalité ils seraient incapables de vendre. Parce que les gens qu'on a en face de nous, la première chose qu'ils veulent vérifier, c'est effectivement la qualité de ce qu'on peut faire, la qualité technologique, notre background, si ça tient la route, etc. Et donc, quand on écoute déjà vos trois premières expériences, les unes et les autres, à travers justement vos entreprises, la façon dont vous êtes les uns et les autres exportés, on se rend compte finalement que vous avez certes tous des chemins différents en fonction des produits, mais aussi vous avez quand même on va dire une communauté de réflexion, c'est de penser à la culture de ce qui se passe dans le pays. Alors vous, c'est par rapport aux produits. Certes, vous, c'est peut-être plus mondial dans la façon d'appréhender les sujets, mais j'imagine qu'il y a quand même des cultures qui sont spécifiques par rapport à votre marché. Comment vous appréhendez les uns et les autres ce sujet-là, le fait d'avoir une culture spécifique dans chaque pays et de l'intégrer dans la stratégie de développement de votre entreprise? Laurent. Pour nous, c'est vrai qu'on prend en compte beaucoup la culture du pays dans lequel on essaye de s'implanter ou de faire du business. Il y a deux choses. Il faut être sûr de la valeur qu'on va apporter, nous, en tant qu'entreprise qui arrive. Il faut être sûr de cette valeur-là, mais on est aussi extrêmement humble par rapport au fait qu'à chaque fois, on repart d'une page blanche, même si on a des processus, des gens dont c'est le métier, des intégrateurs, où on a recruté par exemple beaucoup de cadres qui ont une énorme expérience internationale. Donc on va dire qu'ils ont pris un peu les baffes que tout le monde a prises. Donc ils savent un peu mieux que les autres, mais dans chaque pays, on repart même avec une certaine technicité. On ne part pas de zéro, mais... On ne part pas de zéro, mais il faut cette humilité pour repartir avec des locaux sur ce que veut le marché local. Et ça, on ne l'invente pas en France, en fait. Céline aussi, vous oui, êtes dans le même sens façon, que Laurent? Moi, il faut être très humble pour aller à l'international. Il y a des cultures, il faut savoir écouter la personne. Alors, ça paraît bête, comme si on enfonçait des portes déjà ouvertes, mais en gros, des fois, on voit des entreprises qui arrivent avec leur techno, très fiers de leur techno, et c'est nous, on arrive, et puis de toute façon, on n'attend que nous. C'est ça. Non, on ne nous attend pas. Et en fait, en gros, c'est être toujours dans l'humilité et l'écoute de la personne. Et pourtant, vous êtes leader mondial. Alors, vous pourriez vous dire, on nous attend. La preuve, ils vous attendent. Oui, mais il y a l'art et la manière. Et déjà, chacun nous attend d'une certaine manière. Vous allez travailler avec un Japonais, vous allez travailler avec un Chinois. Alors là, je prends les deux exemples. En plus, ils ne s'aiment pas. Mais alors, donc, je veux dire, c'est radicalement différent. Et vous n'allez pas travailler avec un Américain comme vous allez travailler avec un Espagnol et encore moins avec un Norvégien. Et là, je prends des gens qui habitent en Europe. Enfin, Norvège, non. Mais en gros, avec des Suédois. Donc, c'est à chaque fois, il y a des spécificités. Il faut les comprendre. Et c'est pour ça que nous, on est peu. Mais dans les profils de nos salariés, jusqu'aux techniciens, de toute façon, et ça on y tient énormément, ce sont des gens qui ont tous eu une expérience à un moment donné dans un pays étranger. Alors des fois c'est juste un an, Erasmus, c'est super Erasmus.
Et du coup, c'est parce que les gens, ils comprennent nos problématiques. C'est à un moment donné, une fois, on avait un stagiaire qui était dans une école en BTS commerce international. Oh, magnifique. Et il ne comprenait pas, mais pourquoi on ne disait pas aux clients qu'on fonctionnait comme ça. Il dit, parce que le client, là, il est en Chine, il nous dit que ça, là, c'est bloqué, enfin, au niveau des douanes, etc. Oui, mais nous, on fait comme ça. Oui, mais alors... Un peu rigide, le garçon, on va dire. Un peu psychorigide. Et là, je disais, mais attends, si tu es comme ça, à un moment donné, il faut que tu poses ton crayon, tu as la théorie, et après, tu as la pratique. Et tu prends ton téléphone, tu appelles la personne en face, qui est à des milliers de kilomètres, et tu essayes de la comprendre, sa problématique. Derrière ce mot-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi son problème à elle? Et c'est de fil en aiguille où on arrive à lui faire comprendre que le commerce international, c'est une technique, il y a les incoterms, tout ça, on est tous contents avec, c'est très bien, c'est parfait. Sauf qu'à un moment donné, il y a quand même une sensibilité à avoir par rapport à l'autre, par rapport à ses attentes, derrière un vocabulaire. S'il a écrit sa phrase de telle manière, c'est peut-être parce que ça veut dire quelque chose derrière. Et ce sont des subtilités qu'il faut intégrer petit à petit. Alors ça ne s'apprend pas à l'école, ça s'apprend quand on a voyagé, quand on a découvert d'autres cultures et qu'on sait qu'on n'est pas les plus beaux et les plus forts du monde, quoi. Et ça, c'est important, je trouve. Enfin, pour nous, c'est notre force d'arriver sur un territoire. C'est vrai, nous, on arrive au Japon. Le Japon sont des insulaires. Ce sont des gens qui ne vont faire appel à des technos étrangères que quand ils sont arrivés au bout de leur capacité. C'est-à-dire qu'ils ne vont aller prendre une technologie étrangère que s'ils ne l'ont pas sur leur propre territoire. Ça, c'est certain. Donc, à partir du moment où ils font appel à vous, vous vous dites, super, c'est gagné. Non. C'est le premier pas. C'est le premier pas, humilité, on monte une première marche, on va monter une deuxième marche, et au fur et à mesure, et au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 9 mois, on va arriver à des échanges et à la formalisation de quelque chose. Parce qu'il faut qu'on fasse nos preuves, parce qu'il faut qu'on montre qu'on les accompagne, et surtout qu'on les entend et qu'on les écoute. Alors ça, cet apprentissage de la patience, ça se fait dans le temps, et j'imagine qu'ensuite, le fait d'obtenir cette confiance, il faut quand même pas être trop longtemps non plus, parce que il y a derrière un marché, il y a peut-être des centrales nucléaires qui ont besoin d'être supervisées, analysées, démantelées. Alors oui, mais alors la notion au temps aussi dépend d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ça dépend des technos, ça dépend de plein de choses. Là, je parle pour ma paroisse. Oui, je ne sais pas du tout on va en parler avec mais après, nous, quand on développe une résine et qu'on commence à faire du chiffre d'affaires, il y a 5 ans. Donc, on fait en sorte de ne pas être pressé, quoi. D'accord. Gaspard, vous travaillez sur des projets. Les projets, ils se font à 2-3 ans peut-être. Oui. C'est quand même assez court. L'humilité, il la faut, mais à un moment donné, il faut passer quand même à l'acte. Oui, alors ça c'est un autre domaine d'activité effectivement, parce que le domaine principal c'est quand même l'édition de logiciels. Oui. Donc ça c'est des cycles classiques. On développe le logiciel pendant 2-3 ans et puis après on le revend. Ce qui est bien avec le numérique, c'est qu'on le revend, qu'on vende 10, 100 ou 1000 licences, c'est la même chose quasiment. Par contre, de plus en plus, on nous demande effectivement de faire du service, c'est-à-dire que les gens viennent nous voir et nous disent bon, on a entendu parler de vous, super technologie. Par contre, nous, on n'a ni le temps de l'apprendre, de l'appréhender. Parce qu'en plus, on n'a pas non plus envie de prendre des risques, parce qu'il y a une sorte de délégation du risque. C'est-à-dire qu'eux sont venus pour faire une production, ils doivent délivrer absolument quelque chose. Et ils aiment bien en fait la sous-traitance. Ils aiment bien pouvoir rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Pour qu'on puisse se projeter, vous avez un exemple concret, parce que là vous parlez de choses et sans bien les nommer. Donc, alors, oui. Un exemple. Alors par exemple, donc les gens en mode service, les gens viennent nous voir et nous disent classiquement, voilà, alors nous on n'est pas au gramme, on est à la seconde. Ils nous disent, voilà, j'ai 5400 secondes d'animation faciale à faire. D'accord. C'est combien la seconde?
Voilà. Et ce qu'ils nous envoient, eux, c'est des vidéos, puisque nous, on est dans un domaine vraiment d'analyse simple avec une caméra. Donc, ils nous envoient des vidéos, qu'elles aient été enregistrées soit avec ce qu'on appelle un HMC, Head Mounted Camera, donc soit une caméra embarquée montée sur la tête. Si vous regardez un peu les making-of à la fin des films, vous voyez ça, ouais. Soit des caméras statiques, soit des caméras montées sur le buste, soit des fois des grids de caméras, c'est-à-dire on a il y a plusieurs caméras et l'acteur est complètement libre. Bref, donc ils nous envoient leurs vidéos, en fait, les vidéos de la performance de l'acteur, et puis un personnage 3D sur lequel ils veulent qu'on reproduise l'animation. Voilà. Donc ça, c'est du mode service, effectivement. En général, quand les studios partent dans une production, il y en a pour 2-3 ans. Donc ils viennent nous voir au début de la production, ils font des tests, si ça leur plaît, ils partent. Soit ils viennent en mode service comme ça et c'est nous qui produisons, il y en a pour quelques mois, parce que quand je parle de 2-3 ans, c'est globalement, il n'y a pas que du visage. Soit ils essaient le logiciel, ils ont envie de se lancer et de tenter de risquer quelque part et ils nous prennent des licences et puis ils partent. Ouais, tout à fait. Mais voilà, mais nous on n'a pas de, par rapport à vos problématiques, nous on n'a pas de, on arrive vraiment, on détient vraiment la connaissance. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir pour une expertise et cette expertise n'a pas besoin d'être adaptée à quoi que ce soit. Ni à des goûts particuliers, non, c'est une façon de faire monolithique, éprouvée. Ils viennent chercher cette rigueur justement. Par contre, on cherche des distances. Enfin, c'est plutôt dans les relations commerciales que là, il y a des vraies différences culturelles. C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve cette problématique d'humilité, de nécessité d'être, de ne pas trop s'imposer, de montrer qu'on a la connaissance et la science infuse? Alors, ouais, d'humilité, oui, surtout que c'est toujours rigolo les différences culturelles parce que des fois on croit les connaître et puis on s'aperçoit qu'on les connaît pas. Moi, j'ai beaucoup, depuis l'adolescence, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc. Donc c'est une culture que je croyais connaître bien. Bon, quand même, les Français n'ont pas une super bonne réputation, pour être clair. On a la réputation d'être prétentieux, ce qui est tout à fait vrai, en fait, quand on comprend culturellement comment eux vivent. Donc, notamment, dans mon pitch, je dis souvent, j'ai une phrase toute faite, je dis souvent, on est les meilleurs du monde, et puis après, je dis, je sais, c'est un peu prétentieux, mais c'est pas grave, j'ai le droit parce que je suis français. Et ça fait rire tout le monde à chaque fois, et tout le monde hoche la tête en disant oui. Donc c'est sûr, il faut être très humble. Après, en Asie, c'est très différent. Alors j'ai été surpris, le Japon par exemple est extrêmement francophile. Merci Alain Delon, j'ai envie de dire. C'est quand même marqué merci sur les distributeurs ou les poubelles dans le métro de Tokyo, c'est assez impressionnant. Donc ils aiment bien déjà le raffinement français, et donc là c'est plus facile. Et donc là par exemple, pour ce qui est du Japon, vous allez en direct Alors nous on a commencé à vendre en Amérique du Nord, on s'est dit on va vendre en direct. Après on a commencé à avoir des demandes en Asie, et le premier pays c'était le Japon, et là effectivement on a compris que ça allait pas le faire. Moi, j'avais jamais été en Asie avant. Quand on est incapable de lire le moindre signe, le moindre journal ou le moindre site web, on a vite compris qu'il va falloir des partenaires. Et on a commencé par l'Asie, et donc on a commencé avec un réseau de distributeurs, effectivement, qu'on a développé au Japon, en Corée du Sud, en Chine, à Taïwan. Et donc au début, c'était des distributeurs exclusifs, en fait. On leur a donné carte blanche, et ça fonctionne plutôt pas mal. Les Chinois étant les plus performants et les plus... finalement, ceux en qui on a le plus confiance, en réalité. Alors quand vous dites que vous les avez eu en exclusivité, vous les prenez en exclusivité? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça signifie? On n'a pas d'autres... personne d'autre ne peut acheter notre système dans ce pays-là que par nous. Et ça a facilité le lien avec
En fait, ça facilite surtout l'implication du distributeur. Parce que lui, il se dit, il faut. Il n'y a que moi qui peux voilà. cette techno, quoi. Oui, puis il se dit, je vais investir un peu, je vais faire des articles, je vais faire de la pub, je vais peut-être former un gars, quelqu'un en marketing. Donc, il a besoin de savoir que tout ce qu'il fait aussi va être le retour sur l'investissement va être bien pour lui, quoi. Et comment vous l'avez trouvé sur un site internet chinois? Non, c'est eux qui viennent nous chercher. Maintenant, c'est vraiment l'avantage de notre domaine, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de besoins et très peu de sociétés qui peuvent y répondre. Donc les gens viennent nous chercher et après, nous, justement, on valide les références. D'accord. Donc ce sont des gens qui ont déjà travaillé dans cet univers-là Comment vous les validez, ceux-là Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est par exemple, pour la Chine, on a validé le fait qu'ils travaillaient depuis qu'ils distribuaient déjà depuis plus de 25 ans, leader mondial de la motion capture de corps. D'accord. Et donc, on s'est dit, s'ils font ça depuis 25 ans, c'est qu'ils doivent être clean. Et effectivement, ils sont extrêmement clean. D'accord. Plus que les Japonais, par exemple, ou les Sud-Coréens. Oui, mais ils connaissent tellement bien Alain Delon, c'est pour ça. Voilà, exactement. Laurent Weber, est-ce que vous aussi, quand vous allez vers d'autres pays, l'Asie par exemple, vous avez cette même problématique que nos deux autres témoins, notamment dans l'approche, le contact, au-delà de la barrière de la langue peut-être dans la façon de se présenter, de partir en conquête. Alors, nous, on a peut-être un petit peu l'avantage de la taille, c'est-à-dire qu'on a forcément dans notre entreprise des gens qui connaissent déjà la Chine, qui ont un réseau. Moi, j'en ai un aussi. La Chine est un pays de réseau, le fameux Guangxi, donc il faut. On n'y va pas avec des coupures de journaux. On y va d'introduction en introduction. Il faut réseauter, il faut. Ça travaille de longue haleine. Il faut poser des questions. Donc, on est quelques collègues, nous, à avoir un peu traîné nos guêtres dans cette région-là. Et donc, on a quelques personnes de confiance à qui on peut demander. Et ça, c'est un truc phénoménal en Chine. C'est-à-dire qu'on demande des renseignements sur une personne ou une entreprise à peu près, à son réseau, et il se débrouille toujours pour avoir un avis à donner. Alors bon ou mauvais, mais ça, mais c'est important. Après, on a plus de ressources, mais on a fait plein de tentatives différentes. On a fait de l'export direct avec des distributeurs. On a envoyé un expatrié pendant 2 ans qui nous a coûté beaucoup d'argent et on a arrêté parce que ça marchait pas. On est en train d'approcher des cibles pour faire des joint ventures. Qu'est-ce qui bloque alors? C'est quoi? Ça, on ne sait pas ce qui bloque. Ce qu'on sait, c'est que ça ne marche pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne fait pas le budget. Mais ce qui bloque, ce sont des... Il faut beaucoup de temps pour trouver les bons partenaires, trouver le bon... Alors pour nous qui sommes une société de service qui est, je pense, par rapport à Gaspard, nous, on doit s'adapter, mais alors très très intimement, en fait, à la production locale, aux produits locaux, aux R&D locaux. C'est vrai que la culture culinaire, notamment, je sais pas, asiatique, Chine et tout ça, ça doit être très particulier à ajuster. Oui, le soja, le tofu, les saveurs. C'est sûr qu'en tant que Français ou Belge, on n'a pas grand-chose à leur apprendre sur la culinarité d'un produit. D'un produit alimentaire. Donc il faut qu'on rentre et qu'on vende tout notre savoir-faire en matière de traçabilité, de R&D, de gestion des cycles de vie du produit. Pour l'instant, on y est arrivé. On a un chiffre d'affaires qui est très bien. Ça croît d'année en année, mais on n'a pas si vous voulez, après le COMEX qui regarde la taille de la Chine, les 6 à 7% de croissance par an, l'agroalimentaire qui explose, la GMS sur toute la bordure côtière qui explose aussi, on devrait faire, comme Gaspard, on devrait faire 20 ou 30 % par an, mais on est loin de faire ça. Donc on n'y est pas encore arrivé. On va y arriver, mais c'est long et coûteux. Et donc on a une équipe, une équipe de Chinois à Shanghai. On a une équipe de Thaï à Bangkok. On n'a pas encore
d'envolée lyrique, on va dire. Et là-bas, vous pensez que vous allez pouvoir faire des acquisitions? C'est le domaine du possible? On peut faire des acquisitions partout. C'est pas Dans votre univers? Dans mon univers. Ouais. Dans votre domaine d'activité, je veux dire. Ouais, le gros challenge pour nous sur la Chine ou sur l'Asie en général, alors Japon mis à part, parce que je partage l'avis de mes collègues, vous avez l'Asie et vous avez le Japon. Ça n'a rien à voir. Les Japonais sont plus développés que nous, ont une histoire plus longue, ils sont 3 fois plus riches, et ils vous attendent pas. Et effectivement, je partage ce qui a été dit tout à l'heure. S'ils peuvent développer eux-mêmes, ils vont développer eux-mêmes. Et ils iront jusqu'au bout, jusqu'aux limites de leur capacité. Quoi. Le Japon est un des pays au monde dans lesquels vous ne pouvez pas acquérir la nationalité japonaise. Vous pouvez y aller, mourir sur place, faire tout ce que vous voulez, mais vous ne serez jamais japonais. C'est une grosse différence par rapport aux Américains. Les Américains, vous apportez de la valeur, du business, du pognon, vous devenez américain très rapidement. Au Japon, jamais. Donc le Japon, c'est à part. Sur l'Asie, entre guillemets, mon questionnement sur l'Asie, c'est si on fait une acquisition, comment est-ce qu'on gère? Comment est-ce qu'on gère le risque lié à une acquisition sur la Chine ou sur l'Indonésie? Il y a de très très belles boîtes en Indonésie, aux Philippines. On en revient à la problématique que vous évoquiez tout à l'heure par rapport aux pays d'Europe de l'Est, où il y a déjà des questionnements par rapport au management, encore plus important peut-être. De risk management, ouais. Pour cette raison, nous, on serait dans l'échelle de priorité, on met l'Amérique du Nord bien avant l'Asie, pour cette raison-là, parce qu'on saura mieux être en contrôle pour des raisons... Alors ça va paraître bête, mais c'est à 7 heures de vol, il y a moins d'heures de décalage, on connaît, on peut envoyer on a du réseau sur place, on peut envoyer des expats rapidement parce que ça plaît quand même. Voilà, toutes ces raisons qui font que l'international, l'implantation sur la Chine, c'est pas une mince affaire. Alors, on va en parler, on va donner une suite, 3 petits points à justement cette histoire qui va se poursuivre peut-être là dans cette phase d'observation, notamment en Amérique du Nord. Je vais aller retourner vers Céline Vigneault sur cette société que vous avez, dont vous avez la charge. Comment aujourd'hui vous avez, on va dire, envie d'imaginer l'évolution de votre entreprise? Vous avez évoqué différentes pistes, notamment sur de l'évolution de technologie, puisque vous êtes avant tout dans la R&D, et que c'est cela qui vous fait avancer et qui met quelque part en avant votre savoir-faire, qui montre que vous êtes toujours leader. Demain, quelles sont les possibilités d'ouverture de nouveaux marchés? Vous avez évoqué le démantèlement des centrales nucléaires. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas que cela qui vous anime. Alors déjà pour une équipe de 16 personnes... Je vous bien de votre micro. Oui, pardon. Déjà pour une équipe de 16 personnes, c'est déjà pas mal quand même. Donc du coup... par contre, non, il y a un marché et là sur lequel il y a énormément de travail à faire et c'est ce sur quoi nous travaillons, c'est tout ce qui est médecine nucléaire. Parce que là, c'est mondial. Et les avancées aujourd'hui sont très prometteuses. Par contre, je sais pas, on doit le faire exprès, mais on ne choisit pas forcément la simplicité parce que la médecine nucléaire, quand je disais quand on développe une résine sur le marché de la surveillance environnementale ou du démantèlement, c'est à peu près 5 ans. Là, la médecine nucléaire, c'est un peu plus long encore parce que derrière, il y a les essais cliniques. Alors, c'est pas nous. Nous, on est bien en amont, puisqu'on est sur la purification de l'isotope, mais tous les fabricants d'isotopes et les fabricants après, donc de médicaments qui vont être inoculés aux patients, eux sont dans des démarches d'essais cliniques. Donc là, on est sur des longueurs de temps qui sont assez longues, mais donc qui demandent des fonds. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être en France quand même, parce qu'il y a pas mal de fonds disponibles en recherche et développement surtout. Donc, mais vous apparaissez comme une pièce indispensable, maîtresse dans cette chaîne, quoi. Parce que vous êtes. Là, on se positionne, oui. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vous êtes vraiment un élément indispensable, quoi. Tant que notre technologie
tant qu'on fait de l'innovation sur cette technologie-là, c'est-à-dire que donc la technologie d'extraction chromatographique, mais là, au-delà même du principe même d'extraction chromatographique, on est sur des nouveaux supports, on est sur des choses beaucoup plus fines, bref, on fait beaucoup d'innovation. Le fait est, tant qu'on est actif dans l'innovation, ça nous permet d'être à la pointe parce qu'évidemment, on va rechercher à avoir un isotope le plus pur possible, etc., parce qu'on touche à l'homme. Et donc, automatiquement, c'est ça qui nous motive et ce qui fait qu'on va garder notre leadership là-dessus. Donc, pour nous, c'est très important. Sur les 16 personnes, on a 6 personnes qui travaillent quand même en R&D. Et on a prévu d'en embaucher 3 autres en R&D. Après, il y a d'autres personnes qui vont arriver, mais ailleurs. Mais voilà, parce qu'on a besoin de chercheurs en radiochimie, en chimie orga, enfin plusieurs thématiques. Et c'est ce qui va nous maintenir notre avancée et surtout nous permettre d'aller mondialement, quoi. Parce que notre vision, c'est ça, c'est de rester, d'être vraiment le leader mondial dans tout ce qui est chimie d'extraction complexe. Chimie d'extraction complexe. Et cela, vous pourriez le développer dans d'autres pays avec une plateforme. Ce serait compliqué ? À partir du moment, non, à partir du moment où on a une techno, après on peut mettre nos laboratoires où on veut. Oui. Et le fait est, c'est qu'on est sur tant qu'on est sur du gramme, ça ne vaut pas le coup de construire des laboratoires qui ont un coût financier énorme. Prenez une chambre d'hôtel, j'exagère, mais en tout cas, l'unité de production, non, un peu plus. Un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est vous pourriez prendre un espace, un lieu qui permette peut-être de... Non, il n'y a aucun intérêt à le faire. Non. Aucun. Non. Le cycle, enfin, comment dire, le schéma économique ne s'y prête pas. En tout cas. Par contre, là, si on va sur le démantèlement, par exemple, là, il faut vendre plus que du gramme. Il faut vendre à la tonne. D'accord, donc là, on peut imaginer que c'est un peu plus grand. Là, c'est une autre dimension. Alors, notre siège social, on l'avait vu, on l'avait construit pour nous accompagner jusqu'à un certain niveau de développement. Et donc, du coup, on a la place pour fabriquer jusqu'à à peu près dans les 200 tonnes. Ce qui est très intéressant pour nous. Et les gros ne font pas, les petits qui sont au gramme, parce qu'on a encore il y a des petits laboratoires qui font de la chimie aussi. Mais là, l'intermédiaire, quelque part... il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc vous seriez... Donc on serait les premiers à arriver là-dessus, et surtout avec une techno qui permettrait d'aller sur le marché du démantèlement. Et il y a des acteurs du démantèlement qui attendent ça, qui ont juste besoin des fois de 50 kilos ou de 100 kilos. Aujourd'hui, on n'est pas capable de leur vendre 50 kilos, mais ils ne sont pas capables de se fournir ailleurs, parce que déjà, parce qu'en gros, c'est nous qui avons cette techno. Voilà. Et donc la poste, entre guillemets, c'est suffisant, surtout que... Alors, quand on sera à 200 tonnes, kilos. je ne sais pas. Combien ? 200 tonnes. 200 tonnes, donc. Mais là, vous n'allez peut-être pas donner les 200 tonnes aux clients. Voilà, je plaisante. Mais en gros, on sera dans un schéma de logistique qui nous permettra de rester en France. En France. Voilà. Et vous pensez justement à travers cette logistique, parce que même 200 tonnes, il faut quand même les transporter justement. Oui, non, mais ça c'est jouable. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais non, ça c'est gérable. Et après, de toute façon, si on va au-delà, là, on trouve des partenaires qui vont fabriquer. Mais ça se trouve après. Les unités de fabrication pour qui on peut sous-traiter de la fabrication, ça, c'est pas, comment dire... Là, on n'est pas dans la R&D, on est plus dans la logistique. Donc, là, on est dans quelque chose qui n'est pas dans de la valeur ajoutée. Oui. Donc, on peut trouver une usine en Chine s'il faut aller sur... Mais alors, en Chine, on n'est pas dans le démantèlement, on est dans la construction. Donc ça, on oublie. Et on va au Japon, on va... Je veux dire, dans 40 ans. Voilà. C'est dans d'autres territoires, mais ça se trouve, ça. Mais là, c'est des activités qui ne sont pas porteuses de valeur ajoutée. Donc... Alors, Gaspard Breton, Dynamic 6, vos axes de développement qui peuvent également
vous amener à travailler à l'international, au-delà donc du cinéma, des jeux vidéo, c'est peut-être quoi demain? De quoi a-t-on besoin? Quels seront les acteurs qui ont besoin de votre techno? Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'analyse de visage, quand même, c'est un domaine qui est extrêmement vaste. On peut l'appliquer à beaucoup de choses différentes. La médecine, oui, on l'applique à la médecine d'ailleurs. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on s'est quand même focalisé sur ce domaine-là. Et bon, depuis un an, on va dire qu'on est vraiment, l'image de l'entreprise est établie. On a un réseau de distributeurs, un très très bon produit. On a même des produits sur lesquels on est en monopole mondial, donc ça se passe très bien. Donc il y a plus que de la force de vente, quoi. Nous on le voit comme ça à développer sur le domaine principal. Et donc du coup, notre petite matière grise, on a voulu la recycler sur d'autres choses. Et donc on a attaqué d'autres domaines d'application. Aujourd'hui on en a 3. On a l'automobile, avec tout ce qu'on appelle le driver monitoring. Donc on analyse, on fait de l'authentification du conducteur, où est-ce qu'il regarde, est-ce qu'il a bien vu les obstacles. Est-ce qu'il ne s'endort pas? Est-ce qu'il ne s'endort pas, oui. Bon, oui. Voilà, exactement. Pour le réveiller. Est-ce qu'il n'est pas stressé, un peu énervé, ouais. Un peu grossier, par exemple. Après, on a effectivement le luxe aussi. Tout ce qui est analyse dermatologique, maquillage virtuel, enfin bon, des grosses marques de luxe. Et puis on a aussi, alors là, le marketing émotionnel, qui est plutôt de l'analyse d'audience, pour savoir comment les gens réagissent. Une audience, globalement, réagit face à un débat, une émission. Voilà, donc on a identifié ces 3 domaines-là, sur lesquels on a des actions en cours. Après, il y en a plein d'autres. On a aussi pas mal bossé dans la médecine, sur de la rééducation de personnes qui avaient des problèmes cérébraux pour des paralysies faciales et qui n'aiment pas se voir dans un miroir, donc via des personnages interposés. Alors c'est pas très drôle là, mais on a par exemple en ce moment une étude en cours sur l'analyse d'expression de douleur chez les gens qui sont dans le coma en fait. Parce que en fait, les gens qui sont dans le coma ont des expressions faciales et des expressions caractéristiques de la douleur, donc qui sont des éléments de preuve pour, des faisceaux de présomption pour rajouter des petits médicaments qui vont bien dans la perfusion. Donc il y a quand même plein de domaines d'activité effectivement et d'application. Ouais. Et là, vous avez identifié des marchés internationaux qui sont intéressés par exemple, je sais pas, vous parlez de l'automobile, oui. C'est Google, j'en sais rien. Alors, c'est un peu facile. Ouais, il y en a. Alors, il y a l'automobile notamment, parce qu'on a été, lauréat du programme Ubimobility de BPI France, et donc on est parti l'année dernière présenter nos systèmes à tous les tier 1 et constructeurs. Et on avait fait le CES de Las Vegas aussi. On a présenté un véhicule avec un équipementier. Les autres sont encore plus locaux quand même, mais ça nous fait pas de mal aussi, parce que on est quand même dans un domaine qui est différent, dans l'entertainment, enfin on appelle ça l'entertainment, nous. Dans l'entertainment, donc on est plus éditeur de logiciels, donc c'est quelque chose qui se prête bien pour une petite boîte comme nous à l'international, puisque on ne fait que envoyer des fichiers, multiplier la même chose, voilà. Alors que là, sur ces activités-là, on est plus bureau d'études avec des applications à façon, et donc il y a quand même une proximité plus importante avec le client à avoir. Donc là, ça ne nous dérange pas d'être en France non plus, pour être clair. D'accord, très bien. On va terminer avec vous, Laurent Weber, sur l'évolution. Alors, on a à peine évoqué le marché américain, parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu de l'Europe, vous êtes présent également via la Turquie, bientôt au Moyen-Orient, et puis là vous avez évoqué également la Thaïlande tout à l'heure, l'Asie, et puis maintenant Amérique du Nord. Et l'Amérique du Nord, pour l'instant, vous n'y êtes pas vraiment, pas du tout. Un petit peu. On fait de l'export, on a quelques clients, on a quelques business au Canada. Ils mangent là-bas, vous savez. Ils mangent même pas mal. Ouais. Ils mangent bien même. Ouais. Et donc vous n'avez pas réussi à vous implanter là-bas? On n'a pas réellement essayé. Pour l'instant, en fait, on a
Comme vous l'avez vu sur mes slides, on a fait beaucoup d'expansion en Europe, Est et Ouest, et on n'est pas encore allé aux États-Unis, mais on a annoncé officiellement que... Alors pourquoi on annonce officiellement pour que créer des envies. Des gens voilà, qui seraient intéressés par soit nous voir, soit nous vendre leur boîte, nous appellent. Alors on est dans ce processus-là, hein, avec des premiers contacts, ça se passe bien, mais on est pour l'instant pas présent sur le continent nord-américain, au sens parce qu'il y a, qui nous appartient. Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde là-bas, ça se bataille beaucoup. Oui, ça se bataille beaucoup. C'est un marché qui est très très différent du marché européen, qui est dominé par ce qu'on appelle le food service, donc la restauration commerciale. Hein. C'est pas plus complexe que l'Asie. Non, c'est différent. Il y a très peu, il y a relativement peu de players sur notre métier. Donc les produits carnés, les plats préparés, les snacks, il y a relativement peu de sociétés par rapport à l'Europe ou l'Asie. Ouais. Donc c'est beaucoup moins atomisé et on a des tendances qui sont aussi un peu différentes de celles de l'Europe de l'Ouest en termes de consommation. Donc ça demande... on sait qu'on ne pourra pas appliquer un modèle, et c'est pas l'idée, ouest européen aux États-Unis. Par contre, on peut apporter en fait des certitudes sur la traçabilité, sur la manière de développer les produits, sur les gestions de cycle de vie du produit, qui sont différentes chez nous et qui pourraient fonctionner dans un certain nombre de cas aux États-Unis de manière intéressante. La question qui peut déranger avec les dernières actualités qui ont parlé de la problématique de la sécurité en agroalimentaire, est-ce que ça a eu des répercussions direct ou en tout cas sur votre business dans ces autres pays? Comment ça a été compris par d'autres qui l'ont entendu par la presse notamment? En fait, nous, les problématiques de fraude ou de sécurité alimentaire ou de gestion des allergènes, par exemple, sont des problématiques qui sont alors je ne vais pas dire qu'elles sont bonnes pour nous, mais nous apportons en fait au marché agroalimentaire les solutions. Les solutions pour y faire face. Ouais, en tout cas pour faire du risk management par rapport à ces problématiques-là. Donc en termes de traçabilité, mettre en place des outils, fiabiliser une supply chain, ça c'est notre métier. Donc on va aller, enfin c'est notre métier, pas sur tous les produits, mais sur un plat préparé, vous avez en gros de la viande, des légumes. Et plein de choses qu'on ne connaît pas. Et puis une trentaine d'ingrédients, et ça c'est nous. D'accord. Donc l'aromatique, le fond de sauce, les marquants. Et donc ça c'est notre technique qui permet de fiabiliser en fait en termes de SKU, pour emprunter un mot barbare, c'est nous qui gérons cette problématique-là pour le compte des clients. D'accord. Et donc, la sécurité alimentaire, c'est, on va dire, c'est un fait de société, tout comme les nouvelles phobies alimentaires, tout comme les problèmes allergènes. Donc, en fait, on essaye de gérer pour nos clients, en fonction des marchés, les problématiques que eux vont avoir. Donc, plutôt des problématiques gestion allergène, clean label dans le nord de l'Europe, plutôt des problèmes de sécurité alimentaire et de fraude alimentaire dans le sud. Donc on met en place des mécanismes pour que nos clients ne soient pas exposés. Très bien. Merci en tout cas pour l'ensemble de vos témoignages et vos expériences. On va se tourner vers le public. Si vous avez des questions à poser, on va ouvrir le cycle des questions-réponses. Parmi les uns ou les autres, si vous en avez. Alors, c'est vrai que souvent, le plus dur, c'est les premières questions. On a notamment des étudiants de l'École supérieure de commerce. Voilà, vous avez peut-être des questions à poser? Non? Non, pas spécialement? Vous avez pris des notes? Alors, monsieur, bonjour. Je vais passer un micro. Voilà.
Voilà, Céline va apporter toute une réponse, parce qu'elle m'en a parlé, parce qu'on a échangé ensemble. Elle, En gros, pas de brevet. Nous, on ne dépose pas de brevet. On est dans la chimie. Vous changez un pouillème, vous avez un nouveau produit avec quasiment une recette. Donc, on ne dépose pas de brevet, on protège, c'est le secret industriel. Par contre, ce que l'on fait, c'est que nos recettes sont déposées chez un huissier pour nous assurer le fait de pouvoir de continuer à fabriquer en fait la résine, que quelqu'un ne vienne pas nous voir en nous disant vous pouvez pas fabriquer, c'est moi qui ai déposé le truc, et là en fait garder l'antériorité de la recette. Historiquement, toutes nos anciennes résines, ce sur pourquoi on a eu un transfert de technologie, comme ce sont des scientifiques, les scientifiques adorent publier, donc toutes les recettes sont sur Internet, en gros. La chose, évidemment, comme toute recette, à un moment donné, il manque un ou deux trucs qui font que... voilà. Donc nous, par contre, tous nos nouveaux développements, on ne les publie pas. En tout cas, on publie, mais jusqu'à un certain niveau. Et surtout, on les dépose sous huissier et on ne brevette pas, parce que là, si on brevette, c'est fini, quoi. Là, on n'a plus rien. Et bientôt la blockchain? Alors non, enfin ça, pour le moment, on n'y est pas. Alors, Gaspard. je suis super content d'entendre cette réponse parce que nous on fait pareil. C'est-à-dire que Pareil. pareil. C'est-à-dire qu'on a une technologie pour laquelle il est très difficile de prouver la contrefaçon. Donc en fait, si on écrit, donc c'est quand même la partie intéressante d'un brevet. Donc si on se mettait à décrire très précisément comment on fait dans un brevet et en même temps qu'on fournisse pas d'éléments de processus pour pouvoir facilement avoir un faisceau de présomption suffisante pour aller attaquer quelqu'un, ça sert à rien. Donc effectivement, nos cœurs de métier, un peu comme vous d'ailleurs, quand je décris la techno, je la décris comme une centrale nucléaire. Je dis, vous voyez, c'est comme une centrale nucléaire, vous voyez, tout le monde connaît grosso modo le principe. Mais alors pour la mettre en œuvre après, il faut un sacré savoir-faire et c'est exactement là où on est. Donc nous, les brevets, on en met quelques-uns, mais c'est plus en termes de valorisation d'entreprise, mais pas du tout de protection industrielle. Et alors, nous, on est complètement parano, ça par contre... Parce que là, vous envoyez quand même vos logiciels au bout du monde, oui, par oui. Internet. Ah oui, donc, il n'est pas question qu'on donne un bout de code source à quelqu'un. On peut rentrer dedans. Il y a des gens qui font ça. Ouais, ils peuvent essayer. Ouais. C'est très crypté, c'est très travaillé. Par contre, et d'ailleurs, on est fréquemment félicité par nos distributeurs chinois, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est une des dernières boîtes incraquées dans leur portefeuille. Par contre, on protège nos logiciels avec un système qui n'est pas le nôtre, d'ailleurs, qui est un système commercial. C'est une boîte allemande qui fait ça, qui crypte le programme sur le disque dur, etc., avec une clé de sécurité derrière. Il est impossible de démarrer le logiciel sans cette clé-là. Et alors, petit corollaire assez amusant aussi pour les factures, pour la facturation, c'est aussi un truc très pratique, c'est que quand on envoie une facture à l'autre bout du monde où on sait que ça peut être potentiellement difficile de se faire payer, en fait, on met la date dans cette clé de sécurité, on met la date des droits à la fin au paiement de la facture. Voilà. Donc, si les gens nous payent, à ce moment-là, on revient mettre à jour à distance cette clé de sécurité. Et si les gens ne nous payent pas et qu'ils reviennent pas contents parce que ça marche plus, on leur dit bah oui, mais avec la moitié du visage qui est exactement. Donc ça permet aussi de sécuriser nos transactions, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'impayés, quoi. Jamais. Bon, Laurent Weber, vous avez des impayés? Très peu. Moi, je partage l'avis de mes deux collègues. Très peu de brevets également? On n'a pas de brevets. Dès qu'on est en innovation plus open avec des centres de recherche, on contrôle ce qui est publié. Tous nos salariés ont des clauses de confidentialité. Donc, c'est la culture du secret. Ouais. Ouais. On n'est pas en mesure, à l'international, on travaille sur quasiment 70 pays, on est incapable de défendre un dossier d'IP, ça nous coûterait trop cher, on ne sait pas comment faire. Et on a des cycles de développement qui sont tellement rapides que finalement, on a un impact de la techno qui est beaucoup moins fort dans la valeur globale du service. Nous, on a
aussi tout le service qui va autour, le réglementaire, le marketing. Donc on a Et puis les goûts changent, monsieur. Heureusement qu'ils changent, ils changent même un petit peu trop souvent. Mais on n'a pas de problématique enfin, on essaye de ne pas avoir de problématique légale liée à la propriété intellectuelle. Ouais. Très bien. Alors, d'autres questions? On a répondu à votre question? Oui. Alors, d'autres questions peut-être sur la façon dont les uns et les autres s'internationalisent. Anne. Attendez, on va vous donner un micro. Voilà. Juste derrière vous. Voilà. Ça fonctionne, mais ça Oui. fonctionne. J'ai entendu que dans ce qui faisait votre force, il y avait justement la façon de faire travailler les équipes multiculturelles ensemble. Et la façon que vous avez de faire émerger des projets européens, que des Finlandais travaillent avec des Français, des Anglais, etc. Je trouve que ça a quelque chose d'assez mystérieux quand on connaît un peu bien l'international, de savoir comment on arrive à faire travailler tous ces gens-là ensemble alors qu'ils n'ont pas la même culture. J'imagine qu'ils ont des objectifs communs, mais comment est-ce que vous vous y prenez techniquement? Techniquement, alors ça c'est sous le sceau de la confidentialité, hein, c'est la propriété intellectuelle. On utilise des outils. Bon, alors on utilise quelques outils. La difficulté numéro 1 pour réaliser ça, c'est le vocabulaire. Donc comprendre ce que tu me dis et que toi tu comprennes ce que moi je te dis. Donc on établit une sorte de vocabulaire commun. Alors attention, on n'est pas IBM, on n'est pas très processé, mais on a des formations, on a créé voilà, un cycle de formation de gestion de projet au niveau européen dans lequel une bonne partie de nos salariés passent de telle manière à ce que, une fois qu'on a fait ça, on a une batterie de références communes pour pouvoir se parler. La deuxième chose, c'est qu'on a des outils. Tous nos sites, qu'ils soient R&D ou production, sont tous équipés de vidéoconférences. Donc, et on a des sites embarqués de vidéoconférences tous sur nos PC. Donc en fait, on est en communication virtuelle, vidéo permanente. Hein, alors des trucs très classiques. Hein, nous, on est sur, je ne veux pas faire de pub, hein, mais on est sur Skype Entreprise. Ça marche super bien. La qualité est top. On peut partager des documents et donc on a des collègues en permanence du matin au soir qui sont sur leurs écrans à échanger. Le troisième élément, alors, notamment pour les Français, c'est qu'il faut suivre des cours d'anglais, hein, parce que malheureusement ça reste vrai, hein, que pour les Français c'est compliqué de s'exprimer de manière correcte vis-à-vis de... Et je ne parle pas d'anglophone, hein, parce que bon, pour se faire comprendre d'anglais, c'est de toute façon compliqué, mais le langage est important. Puis après, il y a le team, hein, donc il faut créer en fait une espèce de sentiment de famille, de partage autour de jeux, de publications. Donc on a des DRH qui travaillent beaucoup ça, de telle manière à ce que les gens aient envie finalement d'aller ouvrir les fenêtres et d'aller voir comment ça se passe ailleurs. Travailler ensemble, quoi. On a tous envie de travailler ensemble. Il faut qu'on ait envie en sachant qu'il y a plein de contraintes. Ouais. Et en fait, il faut embrasser ces contraintes et être content de les résoudre ensemble. Et ça, ça prend du temps, ça. Voilà. Mais je sais pas, au-delà de ça, on n'a pas de recette miracle. En tout cas, elle n'est pas brevetée. Elle n'est pas brevetée, non. Oui, bonjour. Soisic Témoin, cabinet Vidant à nouveau. Pour rebondir sur les aspects culturels, vous avez beaucoup parlé de gestion du risque de management. Et du coup, toujours pour M. Weber, je suis désolé, breveté ou pas, avoir fait le choix de la Thaïlande comme pays asiatique, le seul et unique pays jamais envahi, y compris par le Japon, c'est vrai, avec quand même un profil très particulier de management, ça m'étonne et je suis ravi de pouvoir poser la question que j'entends depuis 20 ans. Pourquoi avoir choisi la Thaïlande? Est-ce que c'est la fenêtre ouverte sur l'ASEAN et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore la Grande Chine, n'était encore pas ouverte? Ou est-ce qu'il y a d'autres motivations? Et à quel niveau avez-vous évalué votre risk management justement dans ce contexte culturel?
Alors vous allez être déçus par ma réponse, parce que c'est un fait de marché. Il se trouve qu'en Thaïlande, on a une énorme industrie du porc et du poulet qui s'est développée, et c'est l'industrie qui approvisionne beaucoup de distributeurs britanniques. Les Tesco, Asda, etc. Donc ils se fournissent auprès de sociétés soit américaines, soit thaï, pour faire sous-traiter la fabrication de leurs plats préparés, des aiguillettes de poulet, des marinades, etc. sur la Thaïlande. C'est pour cette raison qu'on est en Thaïlande, parce que c'est un très gros marché pour nous. Alors, est-ce qu'on a... On a probablement mal évalué le risque, parce que ça marche pas super bien en Thaïlande. Donc, mais on n'a pas de risque. Voilà, pour l'instant, c'est un pays effectivement extrêmement complexe dès qu'on parle de barrières non tarifaires, donc, et dès qu'on parle de légal, hein. C'est-à-dire que vous pouvez absolument pas, enfin vous devez avoir des partenaires thaï autour de table de vos entreprises sur la Thaïlande, majoritaire, donc c'est un peu plus compliqué que prévu, en effet. On s'y est précipité d'une certaine manière, par opportunisme, pour suivre des clients, notamment des clients belges qui faisaient fabriquer là-bas, et c'est pour cette raison qu'on y allait. Bon, c'est pas beaucoup plus simple aux Philippines ou en Indonésie, hein. Enfin, c'est quand même assez compliqué partout sur l'Asie du Sud-Est. Alors, on avait demandé à nos 3 grands témoins de réfléchir à un conseil qu'ils auraient pu donner à une entreprise qui se serait intéressée de s'ouvrir et d'aller vers l'international. Quel premier conseil vous lui donneriez, au-delà du fait de s'ouvrir et d'être particulièrement attentif, hein, à ce qui se passe là-bas, dans le pays? Alors, Céline. Déjà, moi, je fais une différence entre export, produit ou service. Je Oui. pense que la démarche est radicalement différente. Alors, je vais parler de ce que je connais donc en produit. Humilité et préparer. C'est-à-dire vraiment bien préparer son dossier. Essayer de ne rien laisser au hasard, hein. Mais ça va de l'écoute du client jusqu'au passage en douane, hein. C'est vraiment essayer de ne rien oublier sur le passage. Donc c'est pas qu'une seule personne, quoi, en gros, dans l'entreprise, hein. C'est l'interaction entre différentes personnes dans l'entreprise, à savoir le contact technique ou commercial en fonction du profil de l'entreprise. Ah oui, pardon. Le contact technique, c'est-à-dire le premier contact, jusque les petites mains qui vont aller, enfin les petites mains, non, même pas les petites mains, jusqu'à la personne qui va expédier la marchandise avec le bon étiquetage sur le colis. Donc pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment l'humilité par rapport à l'écoute du client et du territoire. Et puis après, un très très gros travail de préparation, parce que c'est du technique, l'international, au-delà même de vendre son produit qui est toujours le plus beau du monde. Bien sûr. Comme tous les commerçants, ils font tous des produits de qualité. Donc, voilà. Alors, Gustave. Gaspard. Non, Gaspard. Gaspard Breton. Alors, moi, mon conseil, c'est surtout la réputation, en fait. Parce que, comme on disait tout à l'heure, et notamment, c'était une question que j'avais posée à nos partenaires japonais quand on y avait été, et pourquoi vous travailleriez avec nous? Et ils nous avaient effectivement répondu directement, parce qu'une boîte au Japon sait faire ça. Et c'est très clair. Et c'est vrai que chaque entreprise a la liberté ou non de travailler avec une boîte locale ou avec une boîte étrangère. Et pour travailler avec une boîte étrangère, il faut vraiment qu'il y ait un incentive fort. Et là, la réputation est quand même votre meilleure arme. Donc nous, aussi bien, on se pose pas de questions de risk management quand on va développer de nouveaux pays, parce qu'on va pas y implanter d'usine, on n'a pas de problématique réglementaire ou quoi que ce soit, on a un billet d'avion à payer et c'est tout, et une relation éventuelle à débuter avec un distributeur qui va travailler pour nous.
Mais par contre, durer dans le business, établir des relations de confiance avec nos distributeurs et avec les clients de nos distributeurs, nos clients, ça passe par la réputation. Donc jusqu'à maintenant, nous, on dépense d'ailleurs beaucoup d'argent, souvent sur nos fonds propres. C'est-à-dire quand un client n'est pas content, par exemple, nous, il faut qu'un client soit toujours content. On n'a pas le luxe de se dire, de laisser un client mécontent qui va commencer à répandre une petite aigreur, qui va revenir aux oreilles et qui va nous saper tout le travail justement Parce que vous n'avez pas cherche en anglais. énormément de clients. C'est vrai. On a quelques centaines de clients, c'est pas voilà. c'est pas des milliers, on en a quelques centaines, mais c'est Tous doivent être satisfaits. mais c'est une grosse partie en tout cas c'est du B2B, il n'y a pas non plus un nombre d'acteurs énorme. Exact. Donc c'est quand même une grosse proportion. Donc la réputation, tout faire pour avoir une réputation en béton, c'est vraiment ce qui permet à un business de s'implanter à l'étranger, de faire avaler la pilule au local, de ne pas travailler avec des boîtes locales mais avec une boîte étrangère et de durer en fait dans l'industrie. Laurent, si vous aviez vous un conseil à faire passer, transmettre. Je partage les conseils qui ont été donnés. Je dirais il y a une dimension. Alors il y a une dimension financement, hein, c'est-à-dire qu'aller aller loin à l'étranger, soit en implantation, soit en export, ça coûte beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Donc il faut s'y préparer. 1% d'improvisation, 99% de transpiration. C'est ça, voilà. Le deuxième point, c'est que moi, j'ai toujours tendance à dire, il faut essayer des tas de petits trucs différents, parce que entre le VIE, le rachat de boîte, le distributeur, l'agent, en fait, tout ça, ça peut marcher. Il n'y a pas vraiment de recette miracle et il ne faut pas avoir peur d'essayer. Par contre, le conseil que je donnerais, c'est que quand on ne le sent plus, là, par contre, il faut arrêter et passer à autre chose. Et moi, ça m'est arrivé sur plusieurs pays, hein, notamment la Russie, où on a complètement changé d'optique après 2 ou 3 ans d'investissement. Et oui, on a recruté les gens, on a dépensé de l'argent, on a passé beaucoup de temps, on est allé, on a négocié des contrats, on a bu beaucoup de vodka, mais quand ça commence quand on voit que ça marche pas, il faut arrêter, il faut faire autre chose. Et ça, je dis toujours, moi, en tout cas chez Solina, on se donne 2-3 ans pour essuyer les plâtres dans tous les pays, mais on ne se donne pas plus. C'est-à-dire que si ça ne marche pas au bout de 2 ans, voilà, plier les gaules et puis essayer autre chose. Voilà. Très bien. En tout cas, merci à Laurent Weber, directeur général de Solina Group, à Gaspard Breton de Dynamic Seas et à Céline Vigneault, directrice associée de Triskem International, pour nous avoir fait part de leur expérience, grand témoin, parole d'entrepreneur à l'international. Merci à vous. Alors, pour conclure et avoir une petite vision globale, on va demander à Anne Le Sueur de venir vers nous pour nous donner un petit peu les points forts qu'elle a retenus voilà, de cet échange. Écoutez, je serai rapide, mais il y a quand même des éléments importants que j'ai entendus avec Monsieur Weber, l'importance de l'humain et des ressources humaines. C'est quand même le message, à mon avis, que vous avez cherché à nous faire passer. Notre atout, ce sont nos salariés. Voilà, donc je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Après, multiculturel, gestion des ressources humaines dans le monde entier. Donc c'est là que c'est compliqué. Et ce sujet-là, à mon avis, mérite d'être creusé. Voilà, commun à Céline et à Monsieur Weber, savoir rester humble, voilà, quel que soit le pays. Effectivement, on peut pas tout connaître et tout savoir, donc on en apprend tous les jours. Mais je pense que ça fait partie des plaisirs et du bonheur de l'international aussi. Hein, c'est que on se sent intelligent toujours un peu plus tous les jours. Voilà, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Gaspard qui nous dit l'international c'est super facile, donc ça me plaît beaucoup. Non mais c'est vrai. Voilà, ça c'est bien.
bien, c'est un bon début. J'ai entendu, je suis adepte du French bashing, mais finalement en France c'est pas mal pour faire un peu d'international, parce que voilà, je pense il est bien en France. Il y a deux trois dispositifs qui vous aident, hein, voilà. Si vous voulez en savoir plus, venez nous demander. Et puis voilà aussi, ce que je trouve intéressant, c'est votre réputation. Donc ça veut dire de l'innovation, tout simplement. Donc on sait bien qu'aller à l'international, c'est important d'y aller avec des innovations, mais en plus de ça, aller à l'international, ça vous aide à innover, parce que souvent on va chercher des idées ailleurs, qu'on ramène en France, et puis voilà. C'est un cercle vertueux. Exactement, c'est la roue qui tourne. Et puis je terminerai aussi par ce que disait Céline, et que je trouve assez sympathique, c'est, ça semble facile, quoi, hein, globalement, quand on vous entend tous les trois, mais on est 16 et on parle 9 langues. Voilà. Donc je trouve qu'en termes de ratio, vous voyez, c'est pas mal non plus. Et donc je pense que ça fait partie aussi des clés indispensables. Alors l'anglais, ça va de soi, même si c'est pas un anglais absolument perfect, avec un accent fantastique. Mais évidemment, l'anglais c'est le minimum. Mais la preuve, pour pouvoir découvrir les cultures des autres, 9 langues, ça commence à compter dans une équipe de 16 personnes. En tout cas, moi, ça m'impressionne. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis n'hésitez pas. Voilà, nous, au World Trade Center, on est là aussi pour répondre à toutes vos questions. Et en tout cas, à très bientôt pour des nouvelles soirées sur ces sujets de l'international. Voilà, et à noter que vous pouvez retrouver les échanges de cette soirée en intégralité sur le site internet du World Trade Center. Oui. À partir d'aujourd'hui, de ce soir ? De demain matin. À partir de demain matin. Moi, je pensais que c'était automatique. Voilà, bonne soirée. Merci encore, merci à vous tous. Bonne soirée.